Deux jeunes gens, alors de parfaits étrangers, partagent un même rêve, celui d'un avenir meilleur à Miami. Dans tout juste 24 heures, ils feront connaissance lors d'un voyage en mer des plus mortels. Parfois, deux vies se croisent, et cette rencontre est celle d'un assassin et de sa victime. Une mauvaise rencontre. Miami, en Floride. Un vendredi après-midi, le 23 septembre 2007, Kelly Branham, 30 ans, passe du temps avec ses deux jeunes enfants sur la propriété de la famille Branham. Je crois que le rêve de Kelly, c'était d'épouser un bel homme, d'avoir de beaux enfants et d'être heureuse, tout simplement. Et son rêve s'était presque réalisé. Toutefois, il arrive très souvent que la jeune maman se retrouve seule à s'occuper de ses deux enfants pendant que son mari est sorti en mer. Elle sortait peu de chez elle, personne ne l'aidait. Et Jake partait en mer avec son bateau tous les jours. Ce vendredi après-midi-là, Jake est avec l'équipage de son bateau de pêche de 14 mètres de long à la marina de Miami Beach. Il prépare le navire pour une sortie prévue le lendemain matin. Par le plus pur des hasards, un jeune immigré cubain de 19 ans, Guillermo Zarabozo, se dirige vers cette même marina à la recherche d'un bateau à affréter. Guillermo travaille à mi-temps dans le privé comme gardien de sécurité et vient tout juste d'être accepté à l'école de police de la ville. C'était un citoyen qui voulait faire quelque chose de sa vie. Ce qui l'attirait le plus dans les forces de l'ordre, c'était tout le côté militaire. Or, depuis peu, Guillermo se laisse beaucoup influencer par un ami qu'il vient de rencontrer, Kirby Archer, 36 ans. Son projet d'intégrer la police de Miami a donc été mis en suspens. Et dans moins de 24 heures, le destin va réunir Guillermo Zarabozo et Kelly Branham, au beau milieu du Gulf Stream, sur le navire de l'horreur. Depuis près d'un an, le mari de Kelly Branham, Jake, travaille dur pour promouvoir son entreprise d'affrètement et faire grimper les réservations de son bateau, le Joe Cool. C'était un pêcheur exceptionnel. Il était né pour faire ce métier, il avait ça dans le sang. Il n'y a rien qui l'intéressait plus que la pêche. Pour Jake, son avenir, c'était passer ses journées à attraper du poisson, accompagner des gens en mer et rentrer chez lui tous les soirs sur la propriété familiale de Star Island. Ce vendredi soir-là, Jake laisse le bateau entre les mains de son second, Sammy Carey, un bon ami, et rentre chez lui auprès des siens sur l'île de Star Island, une communauté fermée habitée par les gens les plus riches et célèbres du pays. Peu de temps après, Guillermo Zarabozo et Kirby Archer arpentent justement les quais de la marina. Ils sont à la recherche d'un capitaine, prêt à les accompagner dans un voyage inhabituel. La chance ne leur sourit pas, jusqu'à ce qu'ils repèrent le Joe Cool. Il discute un peu avec Sammy Carey. Il voulait affréter le bateau le lendemain. Ils expliquent qu'ils ont besoin de faire un aller simple de Miami Beach à Bimini. Et ils lui demandent si ça pourrait l'intéresser. Sammy contacte le copropriétaire de la compagnie avant de s'engager. Kirby Archer lui raconte que Guillermo et lui sont entrepreneurs et qu'ils veulent rejoindre leur compagne à 63 km de là, sur l'île de Bimini, dans les Bahamas. Il ajoute qu'elles ont emporté le passeport de ces derniers par erreur et que sans leurs papiers, il leur faut un bateau pour contourner les contrôles d'identité. Bien que ce ne soit pas tout à fait légal, c'est loin d'être une demande inédite sur le front de mer de Miami. Il a proposé de les payer 4 000 $. Et en échange, il devait les emmener tous les deux jusqu'à Bimini. Ils venaient tout juste de lancer leur entreprise et c'était l'occasion pour eux d'effectuer leur premier voyage vers Bimini. Vous savez, 4 000 $ pour faire le trajet jusqu'à Bimini et en revenir, c'est bien payé. Et il payait en liquide.
De retour sur Star Island, Jake retrouve sa femme et ses enfants dans le jardin de la maison qu'il partage sur la propriété de sa grand-mère. Le couple traverse alors une période difficile en raison des longues heures que Jake consacre à son travail. Alors, lorsque Kelly voit son mari rentrer si tôt, elle se réjouit de passer enfin une soirée en famille. Elle n'a pas la moindre idée qu'un simple coup de téléphone est sur le point de faire basculer leur destin à tout jamais. Allô? Ils ont un contrat pour toi demain. Kelly est contrariée. Encore une fois, elle sera seule avec les enfants tout le week-end. Elle n'avait pas d'amis proches ou même de famille à Star Island. Jake réalisait son rêve. Mais son rêve à elle commençait à s'effriter peu à peu. Elle n'était pas aussi comblée qu'elle l'espérait. Star Island est un endroit magnifique, mais tout n'était pas parfait. Même s'il voulait que tout soit parfait, ça ne l'était pas. Tout juste 6 ans plus tôt, Kelly Van Laar arrive de Kalamazoo dans le Michigan pour s'installer à Miami en quête d'une vie meilleure. Elle était fascinée par le luxe et le côté glamour de South Beach. Et elle espérait les faire entrer dans sa vie. Kelly m'a confié qu'elle était à la recherche du bonheur parfait. Son rêve, c'était de vivre dans une belle maison blanche devant laquelle elle passait sur la route reliant le centre de Miami à Miami Beach. Kelly était tombée sous le charme de la grande demeure emblématique de Star Island. Elle appelait souvent sa famille pour lui dire « J'ai trouvé la maison de mes rêves, je sais ce que je veux dans la vie, et un jour, je vivrai dans cette maison. » En attendant ce jour, Kelly gagnait sa vie en tant que barmaid et serveuse à South Beach. Kelly était une femme libérée. Elle avait toujours le sourire, elle savait s'amuser. Puis un jour, après avoir terminé son service, le destin lui tombe dessus sans prévenir. Complètement par hasard, elle rencontre un jeune et séduisant capitaine de bateau. Et il se trouve qu'il vit dans la fameuse demeure blanche de ses rêves sur Star Island. Kelly et Jake Branham se plaisent instantanément. Elle n'avait rien à voir avec ces femmes qu'il avait rencontrées sur Star Island et qu'il trouvait vaniteuses et superficielles. Kelly et Jake tombent amoureux et décident de passer le reste de leur vie ensemble. Toutefois, après 4 ans de mariage et 2 enfants, Kelly sent que son couple commence à battre de l'aile. Aux yeux de Kelly, son mari sortait pour faire la fête et s'amuser. Alors que pour lui, c'était du travail parce qu'il essayait de démarcher des clients pour le bateau. Donc, elle a fini par détester ce que lui voyait comme du travail et elle a commencé à être jalouse. Et elle le soupçonnait même de voir quelqu'un d'autre. Elle ne lui faisait plus confiance. Quand Kelly voit le visage de son mari s'illuminer à la perspective d'un voyage à Bimini sans elle, elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Kelly se sent exclue sur la propriété de la famille Branham, en particulier quand Jake n'est pas là. Kelly me racontait qu'on ne l'avait jamais vraiment acceptée. Elle n'était jamais invitée aux repas familiaux. Et elle se sentait seule constamment parce que Jake était toujours parti pêcher. Alors quand Jake reçoit un appel concernant un trajet vers Bimini, Kelly décide que cette fois-ci, elle l'accompagnera. Il y a tout de même un souci. Elle a une peur bleue du grand large. Pourtant bonne nageuse, elle a la phobie de se noyer dans les eaux profondes de l'océan. Elle n'était pas très à l'aise sur les gros bateaux quand elle s'éloignait trop des côtes. Elle était rarement montée sur le Joe Cool. Afin de passer du temps avec son mari, Kelly décide de mettre sa plus grande peur de côté. De retour à la marina de Miami Beach, Guillermo Zarabozo et Kirby Archer ont confirmé leur départ pour Bimini, à 15 h, le lendemain après-midi. Les 2 hommes sont impatients.
Et ce n'est pas parce qu'ils vont bientôt retrouver leurs petites amies sur une île tropicale. Cette histoire, ainsi que tout ce qu'ils ont raconté d'autre à l'équipage, est un mensonge. Guillermo Zarabozo était un jeune homme originaire de Cuba. Et sa famille avait décidé de partir s'installer aux États-Unis. Ils ont donc emménagé à Hialeah, en Floride, une ville en périphérie de Miami. De nombreux Américains d'origine cubaine fraîchement arrivés se retrouvaient à Hialeah. Guillermo s'y sent à sa place. Même s'il n'était pas très bon élève, il a su dès son plus jeune âge qu'il souhaitait faire carrière dans l'armée. Au lycée, il s'engage en tant que réserviste. Et après l'obtention de son diplôme, il trouve un emploi en tant qu'agent de sécurité. Il s'intéressait aux armes à feu et à toutes les armes en général. Il se passionnait pour les arts martiaux. L'idée de faire carrière dans l'armée ou d'intégrer les forces de l'ordre et de devenir policier lui plaisait. Et je crois qu'il se sentait bien là où il était et il essayait tout simplement de planifier son avenir. Mais entre deux missions de surveillance, Guillermo nourrit une autre passion. Les voitures de sport. Il passe alors tout son temps libre avec le propriétaire d'une casse automobile clandestine où des voitures volées sont démantelées et revendues. Parfois, pour arrondir ses fins de mois, Guillermo prévient le propriétaire quand il repère une voiture qui répond à ses critères. La façon dont Guillermo envisageait de vivre sa vie avait tendance à être un peu changeante. Il avait l'intention d'intégrer les forces de l'ordre et pourtant il n'hésitait pas une seconde à contourner la loi, notamment quand il s'est mis à donner des tuyaux à la casse clandestine. Donc, il apparaît clairement qu'il était prêt à explorer de nombreuses directions, tant qu'il pouvait vivre sa vie comme il l'entendait. Un jour, un homme mystérieux et charismatique, connu à Hialeah sous le nom de El Gringo, se présente à la casse clandestine. Guillermo est tout de suite intrigué quand il le voit arriver. L'homme est au volant d'une très belle voiture et il y transporte une grosse somme d'argent. Son nom est Kirby Archer. Le jeune Guillermo est impressionné. Kirby Archer vient d'arriver à Hialeah pour retrouver de vieux amis qu'il a rencontrés 10 ans auparavant à Guantanamo Bay, à Cuba. Dans les années 90, Archer était un agent de la police militaire en poste à Guantanamo. Les détenus sont alors principalement des dissidents cubains qui cherchent à entrer sur le sol américain. Parlant couramment espagnol, il se lie d'amitié avec de nombreux Cubains enfermés dans le camp. Des années plus tard, même s'il ne porte plus l'uniforme, Archer est reconnu comme un homme d'influence dans les rues de Hialeah. Cependant, personne ne sait très bien ce qu'il fait dans la vie. Il se sentait en phase avec l'équipe de la casse clandestine et avec les jeunes qui y traînaient. Ils avaient beaucoup de points communs. Il s'habillait bien et il portait toujours des lunettes de soleil, même à l'intérieur. Il avait toujours une mallette avec lui. Il sortait souvent de la pièce pour prendre un appel important et il faisait tout pour cultiver cette image mystérieuse qu'il dégageait. Et pour parfaire cette image, tout porte à croire qu'Archer est confié au propriétaire de la casse qu'il cherchait à se procurer une arme. Le propriétaire de la casse clandestine a tout de suite pensé à Guillermo. Il avait toujours une arme sur lui, il en parlait tout le temps. Cette rencontre arrangée changera de nombreuses vies à jamais. Quand Guillermo trouve ce que cherchait Archer, la confiance s'installe entre les deux hommes. Et avec le temps, Kirby Archer s'est lié d'amitié avec Guillermo. Kirby Archer a manipulé Guillermo comme un pantin. Nous sommes le 21 septembre 2007. C'est la veille de leur voyage à bord du Joe Cool. Guillermo et Archer prennent une chambre d'hôtel tout près de la marina. Depuis plusieurs semaines, le jeune Guillermo suit à la lettre les instructions données par Kirby Archer et se prépare pour un long voyage. Kirby a dit à Guillermo
Coupe les ponts avec tout le monde. Ne donne à personne la date exacte de notre départ. Ne dis à personne où nous allons. Ne donne pas de détails, reste flou. Nous sommes le samedi 22 septembre 2007. C'est une journée parfaite pour un trajet en bateau de 3 heures jusqu'à Bimini, dans les Bahamas. Bien qu'elle déteste sortir en mer, Kelly Branham a décidé de passer le week-end avec son mari Jake à bord de son bateau de pêche, le Joe Cool. À la dernière minute, elle s'est arrangée pour que le grand-père de Jake, Harry, et une amie de la famille, Maria, prennent en charge ses 2 jeunes enfants, pour qu'elle puisse faire ce voyage en bateau avec son mari. Quand Kelly arrive à la marina, l'équipage, le second Sammy Carey et le demi-frère de Jake, Scott Gamble, sont tous deux surpris de voir la jeune femme arriver. Même si elle trouvait que la vue était magnifique, elle était terrifiée à l'idée d'être perdue en mer au beau milieu de l'océan. Elle n'aimait pas être en pleine mer, elle préférait ne pas trop s'éloigner des côtes. Je crois qu'elle n'y est allée que pour être avec Jake. Dans un hôtel à proximité, Kirby Archer, 35 ans, et Guillermo Zarabozo, 19 ans, remplissent minutieusement 6 sacs de voyage pour le grand départ. Mais ils ne font pas leur bagage en vue de partir en vacances. Dans ces sacs, ils ont tout un arsenal. Des pistolets, des couteaux, des menottes et un fouet. Guillermo n'en revient pas de voir à quel point sa vie a pris de l'importance depuis sa rencontre avec Kirby Archer 6 mois plus tôt. Au printemps de l'année 2007, alors qu'il se voit depuis plusieurs semaines, Archer décide de faire confiance à Guillermo et lui confie un secret. Kirby Archer a laissé entendre à Guillermo qu'il était agent secret, qu'il travaillait pour le gouvernement et qu'il avait des missions régulièrement et que c'était pour ça qu'il avait toujours autant d'argent, qu'il s'habillait aussi bien tous les jours et qu'il faisait toutes ses allées et venues. Guillermo n'en revient pas d'être en compagnie d'un véritable espion. Et il est stupéfait de se voir offrir par Archer l'opportunité de toute une vie. Archer a affirmé à Guillermo qu'il pouvait le faire entrer à la CIA. Donc, vous avez ce gamin de 19 ans, et là il se dit, mince alors, c'est encore mieux que l'armée, c'est encore mieux que la police. Je pourrais carrément intégrer la CIA grâce à lui. Et quand Guillermo lui demandait pourquoi la CIA voudrait le recruter, lui, un jeune homme sans expérience, Archer lui répondait, c'est la procédure classique à la CIA. On met ensemble quelqu'un qui a de l'expérience comme moi, avec un petit bleu comme toi. Et si tu t'en sors bien, tu seras recruté par l'agence. Il a gobé tous ses mensonges. Guillermo Zarabozo croyait que Kirby Archer travaillait pour le gouvernement et était de la CIA. En toutes circonstances, Guillermo était très enthousiaste. Et il a convaincu Kirby Archer qu'il était la meilleure recrue. Il voulait partir avec lui et mener cette vie de mystère et d'aventure. C'était l'union parfaite entre les 2 hommes. Et un jour, alors que l'été touche à sa fin, Archer annonce à Guillermo qu'on leur a confié une mission. Une mission dangereuse, pour laquelle ils ont besoin d'armes. Kirby Archer et Guillermo Zarabozo planifient avec soin et pendant des mois le déroulement de la mission à laquelle Archer fait référence sous l'intitulé Mission Cuba. Tu vois cette île? Ouais. C'est là qu'on va. Ok. L'idée, c'était de se rendre à Cuba pour prendre part à une mission d'espionnage internationale. Mais pour aller à Cuba incognito, ils ont besoin d'un bateau. Ils ont longtemps envisagé de voler un bateau. Comme ça n'a rien donné, Archer a dit « il faut passer au plan B ». Le plan B, c'était affréter un bateau, neutraliser l'équipage et aller où il voulait, c'est-à-dire Cuba. Archer explique à Guillermo qu'une fois le bateau détourné, ils déposeront le capitaine et son second sur une île déserte avant de poursuivre leur voyage. Selon les dires d'Archer, les 2 hommes ont tout à fait conscience que des vies pourraient être sacrifiées dans l'intérêt de leur mission. Dans les jours précédant leur départ,
il cherche la compagnie d'affrètement qui sera complice contre son gré. Il se procure de quoi manger, des armes et des munitions. Zarabozo achète 2 chargeurs pour un 6 Hour. C'est une pièce spécifique qui sert à charger les munitions dans la crosse d'un pistolet. Et bien que Kirby Archer ait ordonné à Guillermo de ne rien dire de l'opération qu'ils planifient ensemble, Guillermo ne peut s'empêcher de jubiler. En fait, je crois que quand Guillermo raconte cette histoire à ses amis, il exagère un peu son rôle et il se met en avant en disant « Regardez, je vais réussir ». C'est même encore mieux. Je vais changer le monde. Je serai plus à Hailey ou à Miami. C'est important, là. Je vais entrer à la CIA, travailler pour le gouvernement. Les différents messages instantanés que se sont envoyés Guillermo et ses amis montrent qu'il leur disait « Là où je vais, on ne pourra plus se parler » ou « Je serai au pays des cigares ». Il y a même des messages où il explique que ce sera l'occasion d'oublier son ex et où il écrit « J'aurai le temps d'oublier cette fille une fois à Cuba ». Est-ce que c'était naïf? Oui. Mais je suis intimement persuadé que Guillermo Zarabozo croyait sincèrement que Kirby Archer était de la CIA et qu'il l'aiderait à y entrer. Mais Guillermo apprendra très vite que Kirby Archer n'est pas du tout l'homme qu'il prétend être. Samedi 22 septembre 2007. Cette journée marque un tournant dans la vie de Kelly Branham et de Guillermo Zarabozo. Kelly surmonte sa peur de se retrouver en pleine mer pour passer du temps avec son mari. Elle rejoint donc Jake et son équipage pour un aller simple jusqu'aux Bahamas. Ce samedi-là, c'était une très belle journée. Ils avaient l'intention d'aller pêcher après, parce qu'ils adoraient la pêche. C'était précisément pour ça qu'ils faisaient ce métier. Alors que l'équipage prépare le bateau pour le voyage, les 2 futurs passagers ont quitté leur chambre d'hôtel pour débuter leur mission secrète. Ils prennent un taxi pour aller à 3 endroits différents, selon les dires de Zarabozo, pour brouiller les pistes sur leur destination. Archer avait convaincu Guillermo que selon une tactique d'intervention établie par la CIA, on ne va jamais nulle part avant de s'être rendu à 3 endroits différents. Donc, ils suivent cette stratégie, ils se réveillent à l'hôtel, ils vont se boire un café, ils passent au centre commercial, puis ils vont à la marina. Ils affrètent un bateau avec de l'argent de la CIA, tout est top secret. On travaille pour le gouvernement, mais il ne faut pas attirer l'attention. Honnêtement, moi j'aurais pensé que Archer était fou, mais Guillermo, à peine 19 ans, y a cru. Il n'a rien remis en question. Il est 15h15. Kirby Archer et Guillermo arrivent enfin à destination, la marina de Miami Beach. Peu après l'arrivée de Kelly, les 2 passagers sont arrivés sur le quai. Ils avaient apporté plusieurs sacs avec eux. Ils avaient tous les 2 des sacs de voyage en toile noire à la main. Lorsque Kirby Archer et Guillermo arrivent devant le bateau, ils sont surpris de voir qu'il y a 4 personnes à bord. Ils ne s'attendaient qu'à en trouver 2, le capitaine et son second. Détourner le bateau en pleine mer sera plus difficile que prévu. Toutefois, il est trop tard pour faire marche arrière. Leur mission est déjà lancée. Archer remet la somme convenue à Jeff, l'oncle de Jake, et sans même lui demander de pièces d'identité, Jeff repart avec l'argent. Aucun document d'identité n'a été présenté à la famille Branham. Ils n'avaient même pas leur nom. Ils ne savaient pas qui était monté à bord. Si vous demandez aux autres capitaines de bateaux ce qu'ils feraient si on leur offrait 4 000 $ pour aller à Bimini, sans même qu'on leur montre une carte d'identité, ils vous répondraient qu'ils appelleraient la police. Même si Jake et son oncle croient l'histoire des 2 hommes, Jake est tout de même un peu sceptique. Son instinct lui fait dire qu'il y a anguille sous roche. Au moment où ils étaient prêts à partir, Jake a sorti son téléphone pour appeler Maria, l'amie de son grand-père. Maria et Harry s'occupaient des enfants.
Jake m'a appelé juste avant de quitter la marina. Il voulait s'assurer que les enfants allaient bien et savoir ce que je voulais qu'ils ramènent comme poisson. Je lui ai dit, je ne savais pas trop ce qu'il se passait, mais je lui ai demandé où ils allaient et pourquoi. Je lui ai dit, Jake, je trouve ça louche cette histoire. Il faut que tu leur poses plus de questions. Ne pars pas avant d'en savoir plus. Mais il a répondu, impossible, ils sont à bord. Jeff a déjà pris l'argent, je dois respecter le contrat. Cet échange téléphonique entre Jake et Maria l'a hanté pendant des années. Ils partent le samedi, et d'après les témoins présents à la marina, tout le monde était d'excellente humeur. C'était une journée magnifique, il faisait beau, les poissons étaient au rendez-vous, et ils avaient tous hâte de pouvoir passer la journée à pêcher, après avoir déposé ceux qu'ils croyaient être leurs passagers. L'équipage et les 2 passagers de l'affrètement s'installent tous confortablement le temps d'un voyage de 2 heures par un bel après-midi ensoleillé sur une mer calme. Alors que le Joe Cool se dirige vers le large, l'immigré cubain de Hialeah et la jeune mère de Kalamazoo dans le Michigan ont l'air de bien s'entendre. Kelly était une jeune femme pleine de vie et qui aimait s'amuser. Même si elle n'était pas heureuse, elle avait vraiment envie de l'être. Quant à Guillermo, il est aux anges. Il sent que cette journée marquera un véritable tournant dans sa vie. Quand on quitte Miami Beach en bateau, la vue est magnifique. Sur la passerelle haute, on est surélevé de 5 ou 6 mètres, alors la vue est imprenable. Et je pense qu'à ce moment-là, il se sentait invincible. Dans la cabine, Kirby Archer, bien qu'il ait le mal de mer, a pleinement conscience de ce qui les attend. Les enjeux sont considérables. C'est son avenir et sa liberté qu'il s'apprête à jouer sur ce bateau. Kirby Archer s'était marié à 3 reprises et il était père de 2 garçons. Il avait vécu dans une petite ville du nom de Strawberry dans l'Arkansas. Des allégations ont commencé à circuler. Il aurait abusé de plusieurs jeunes enfants. Et d'ailleurs, on le soupçonnait même d'avoir abusé de ses propres fils. Bien qu'il nie ces allégations, à la fin de l'année 2006, tout porte à croire qu'Archer décide de prendre la fuite, persuadé d'être bientôt arrêté. Son travail à l'hypermarché du coin lui donne les moyens financiers de disparaître. Il avait accès à l'ensemble des recettes en liquide engrangées chaque jour par le magasin où il travaillait, parce qu'il était responsable du service client. Il avait prévu plusieurs semaines à l'avance qu'un jour, après avoir rassemblé l'argent, il le volerait. Le 26 janvier 2007, Archer aurait quitté le magasin où il travaille en emportant près de 100 000 $ pour fuir vers le sud. Pour passer inaperçu, il fait la route en taxi jusqu'à Hialeah, en Floride. Là, parmi les prêteurs sur gage et les armureries, Kirby Archer devient l'homme du monde plein de mystères que l'on connaît. Mais bientôt, son incroyable mascarade sera mise à l'épreuve. Une fois la terre en vue, l'équipage du Joe Cool se réjouit. Ils ont hâte de faire la route dans l'autre sens pour pouvoir pêcher en chemin. Ils n'ont pas la moindre idée que dans quelques minutes, rien ne sera plus comme avant. Arrivé près de Bimini, l'équipage a commencé à se préparer à entrer dans un port étranger. Ils ont hissé le pavillon de quarantaine et ils ont ralenti. À ce moment-là,
Kirby Archer a décidé qu'il était temps. Archer raconte qu'il demande à Guillermo de venir avec lui dans la cabine. Kelly, Jake et son frère Scott restent sur la passerelle supérieure. T'es prêt? C'est l'heure. À cet instant, Kirby Archer a décidé qu'il était temps de neutraliser l'équipage. Reste en bas. Je m'occupe des trois là-haut. Archer récupère son arme et monte sur la passerelle supérieure. Une fois qu'il est en haut, Scott Gamble décide subitement de descendre. Ce qui veut dire que Guillermo, l'agent novice, devra gérer 2 personnes. Les chances que le détournement se passe comme prévu s'amenuisent rapidement. L'équipage du navire s'apprête à accoster à Bimini. Selon les dires de Kirby Archer, il avait l'intention de neutraliser Jake. Toutefois, Archer explique que son plan tombe à l'eau lorsqu'un coup de feu retentit dans la cabine du dessous. C'était forcément Guillermo. Guillermo avait visiblement commencé à tirer des coups de feu. Jake et Kelly se retournent et voient que le frère de Jake est blessé et agonise sur le pont. Archer sait à présent ce qu'il doit faire. Le corps sans vie de Jake tombe sur le pont inférieur. Kelly reste immobile, paralysée par l'horreur dont elle vient d'être témoin. Il lui a mis une balle dans la tête et elle est morte sur le coup. Le corps de Kelly Branham repose près de celui de son mari. 3 membres d'équipage sont morts, en l'espace de quelques secondes. Peu après, Archer entend de nouveaux coups de feu en provenance de la cabine du navire. Le dernier membre de l'équipage, Sammy Carey, a perdu la vie à son tour. Kelly Branham et Guillermo Zarabozo sont arrivés à Miami avec de grands rêves. Mais tout s'est terminé en terrible cauchemar. À cet instant, 2 forces diamétralement opposées s'étaient affrontées. Le destin avait réuni par hasard l'innocence pure et le mal incarné. Guillermo a du mal à accepter l'épouvantable réalité. 4 meurtres viennent d'être commis. Il continue pourtant de suivre les ordres d'Archer, convaincu qu'ils entreront bientôt sur le territoire cubain en tant qu'espions américains. Sur la passerelle supérieure, Archer s'efforce de prendre le contrôle des commandes. Il ne savait pas vraiment piloter un bateau. Les seules personnes capables de conduire un bateau avaient été tuées. Selon Guillermo, Archer lui ordonne de nettoyer et de se débarrasser des corps. J'en fais encore beaucoup de cauchemars et Harry aussi. Parce qu'on vient tous les 2 de la mer et elle coule dans nos veines. Et quand on sait comment ils ont fini à la mer, on sait ce qui leur est arrivé. On sait où ils ont fini. Quand Archer parvient à prendre les commandes, il change le cap vers le sud et se dirige à grande vitesse vers Cuba. Le fugitif pourrait être un homme libre dans quelques heures seulement. Mais à la tombée de la nuit, un événement inattendu se produit à bord du Joe Cool. Il y avait 2 réservoirs à carburant, mais l'un d'eux était vide. Ils en avaient vidé un pendant la semaine. En temps normal, ce navire aurait eu assez de carburant pour aller jusqu'à Cuba. Heureusement, ils sont tombés à court. Au petit matin, le dimanche, le Joe Cool dérive à 50 km de la destination prévue par Archer. Il donne l'ordre à Guillermo de se préparer à abandonner le navire.
Ils ont pris le radeau de sauvetage. Et alors qu'ils dérivaient dans le radeau, ils ont inventé une histoire. Si on les retrouve avant d'arriver à Cuba, Archer ordonne à Guillermo de raconter aux autorités qu'ils sont les seuls à avoir survécu à une attaque perpétrée par des pirates cubains. Du côté de Miami, l'oncle de Jake s'attend à voir le Joe Cool et son équipage rentrer à la marina de Miami Beach dans quelques heures à peine. On les attendait pour midi. Personne n'avait de nouvelles. Ils n'avaient pas appelé les enfants. Scott et Jake avaient grandi en mer. Et Samuel était également capitaine. Donc, je ne m'inquiétais pas. Pas au début. Vers 16 h, l'oncle de Jake signale la disparition du navire au garde-côte. Une recherche est immédiatement lancée entre Miami et Bimini. Seulement 3 heures plus tard, des gardes-côtes qui patrouillaient le long des côtes cubaines repèrent un navire sur leur radar. Et en s'approchant, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un bateau de pêche de 14 mètres. Ne parvenant pas à établir de contact radio avec l'équipage, les gardes-côtes décident de mener l'enquête. Donc, ils se rendent compte qu'il n'y a personne à bord. Ils remarquent qu'il y a du sang et que tout est en désordre. Mais ils commencent d'abord par vérifier le GPS pour voir d'où vient le bateau. Et ils voient la trajectoire en zigzag du bateau, prise sur les derniers 200 km. Quand les autorités comprennent qu'il s'agit du bateau qui a disparu après avoir quitté Miami, une recherche quadrillée est lancée en quête de survivants. Le lundi matin, une équipe de sauvetage des gardes-côtes fait une découverte. Ils repèrent, depuis l'hélicoptère, un minuscule point orange dans la mer. Ils avaient retrouvé le radeau de sauvetage du Joe Cool. Quand l'hélicoptère s'approche, le souffle des hélices soulève ou bien déchire la toile qui recouvre le radeau et ils voient 2 personnes. Les gardes-côtes sont ravis. Ils pensent avoir effectué un sauvetage incroyable. Quant aux survivants, ils sont loin de partager cet enthousiasme. Il n'y avait aucune gratitude. Pas un seul n'a dit « Heureusement que vous nous avez retrouvés ». On leur demande où sont les 4 autres. Archer raconte aux gardes-côtes que Guillermo et lui ont survécu après avoir été violemment attaqués par des pirates cubains. Les gardes-côtes leur ont demandé où étaient les membres de l'équipage, si on pouvait les aider. Ils étaient peut-être sur une île. C'est ce qu'ils espéraient tous, trouver ces 4 personnes quelque part. Le FBI est envoyé sur le bateau des gardes-côtes pour interroger les rescapés séparément. Les 2 hommes expliquent aux agents que tout l'équipage a été assassiné. Mais les détails de ce qu'ils prétendent s'être passé sur le Joe Cool manquent de cohérence et éveillent les soupçons. Ça paraissait peu crédible d'entendre qu'il y avait des pirates dans l'océan Atlantique entre Miami et l'île de Bimini. Donc il y avait un truc qui clochait. Quand les agents fédéraux découvrent la véritable identité de Kirby Archer et que c'est un fugitif recherché pour vol, les survivants deviennent des suspects. On suppose que Guillermo commence enfin à comprendre que Kirby Archer n'est pas un agent de la CIA contrairement à ce qu'il prétendait. 3 jours après avoir quitté Miami, Guillermo Zarabozo, Kirby Archer et le Joe Cool rentrent à Miami Beach. Il s'était imaginé revenir un jour à Miami Beach en héros, mais Guillermo Zarabozo et celui qui l'a mené en bateau, Kirby Archer, seront bientôt accusés d'avoir commis 4 meurtres. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous annoncer que des poursuites seront engagées contre Kirby Archer et Guillermo Zarabozo pour le meurtre au 1er degré du capitaine du Joe Cool, de la femme du capitaine et des 2 autres membres de l'équipage du même bateau. Je n'aurais jamais envisagé qu'on puisse être touché de près par 4 meurtres. Jamais. Et je n'aurais jamais cru que ça puisse être mes 2 frères. Ou Kelly. Ou Sammy. Alors que les preuves contre lui se multiplient,
Kirby Archer plaide coupable, mais il n'admet que le meurtre de Kelly et Jake Branham. Il accuse Guillermo d'avoir tué les deux autres, Scott Gamble et Sammy Carey. Toutefois, Guillermo nie tout en bloc. Il affirme être une autre victime de la machination de Archer. Mais il est finalement reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné, tout comme Kirby Archer, à plusieurs peines de prison à vie consécutives. Je sais qu'il conteste encore le jugement. Il a toujours l'espoir qu'un jour, ce qu'il croit être la vérité, qu'il est innocent, triomphera et qu'il sera libéré. On ne sait pas ce qui s'est passé avec certitude et comme je l'ai dit au jury, on n'a pas besoin de tout savoir parce qu'il s'agissait d'un complot visant à tuer. Et Archer et Zarabozo l'ont planifié ensemble. Il est impossible pour un seul homme de neutraliser 4 personnes. Parfois, c'est un peu comme un cauchemar dont on veut se réveiller, mais ça n'arrive jamais. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait jamais dû arriver pour plein de raisons. C'est injuste. Mais c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. C'est fait maintenant. Il faut vivre avec. Pour Kelly Branham, un week-end en mer avec son mari et son équipage était une lueur d'espoir. Je veux seulement que Taylor et Morgan sachent que leurs parents les aimaient plus que tout au monde. Et qu'ils étaient là pour eux. Malheureusement, en haute mer, l'innocence a fait la rencontre du mal incarné. Et aucun échappatoire n'a été possible. Zarabozo et Archer ne pourront plus jamais faire de mal à quelqu'un. Le système fédéral ne permet pas d'être libérés sur parole. Ils ne ressortiront que dans un cercueil.